Marc Battier, je suis professeur émérite à Sorbonne Université et membre de l'Institut de recherche en musicologie à Paris. Et je fais des recherches depuis très longtemps autour des musiques électroacoustiques, ce que j'appelle dans l'ouvrage musique électronique, mais en réalité, le sujet, c'est la genèse des musiques électroacoustiques. C'est un parti pris esthétique, sans tomber non plus dans la philosophie, c'est-à-dire c'est pas un ouvrage philosophique réellement, mais c'est un livre qui reflète des recherches sur ce thème qui n'est pas vraiment traité par ailleurs, du pourquoi des choses, plutôt que du comment. Parce que des livres sur l'histoire des musiques électroacoustiques, on en trouve déjà plusieurs, surtout d'ailleurs en Grande-Bretagne et aux USA, moins en France, mais enfin ils existent quand même. Mais ils parlent, ce sont des ouvrages d'histoire finalement qui parlent des fêtes de manière chronologique. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on en est arrivé là, c'est-à-dire le pourquoi, qu'est-ce qui a motivé les artistes et les musiciens. Parce qu'en fait, quand je parle d'artistes, c'est vrai qu'on constate que depuis le début du XXe siècle, ce sont surtout des artistes, mais aussi quelques poètes, qui se sont intéressés à la manière de détourner les sons du quotidien pour les transformer en matériaux artistiques. Et je commence en fait avec Apollinaire, qui s'est désigné lui-même sous le nom de poète phonographiste, parce qu'il voulait rénover la poésie française, à l'aide de différentes voix enregistrées. Et pour ça, c'était le phonographe qui était l'outil idéal. Donc il n'a pas vraiment réalisé ça, mais c'est l'idée qui compte. Et je m'intéresse en fait à l'histoire des idées dans cet ouvrage, mais aussi bien sûr des réalisations, naturellement. Et parfois, certaines sont assez loin de la musique. C'est le cas d'Apollinaire. C'est le cas aussi de Moholy-Nagy, l'artiste hongrois, photographe et sculpteur, qui s'est intéressé à l'idée de graver sur la surface du disque des sillons, et ça c'est du son artificiel déjà, de graver sur le disque des sillons à partir d'un vocabulaire de forme. Et donc de créer une musique ou de créer quelque chose de sonore en tout cas qui n'a pas de précédent, qui n'existe pas, ce n'est pas de l'enregistrement. Cette idée aussi, on la retrouve dans la littérature, le fait de graver comme ça un sillon pour produire, et non pas reproduire, pour produire une voix disparue, par exemple. Alors, ce que j'appelle le son artificiel, puisque c'est dans le titre, c'est même le titre lui-même, ça correspond à ce qui est produit par la technique. C'est-à-dire, il y a un phénomène de transduction qui permet de transformer quelque chose qui va vibrer en un son. Mais cette vibration, elle n'est pas forcément audible. Alors, je prends l'exemple de la guitare, c'est l'exemple classique. Lorsqu'on considère la guitare classique, la guitare espagnole, on pince une corde, on entend la corde. C'est très simple. Lorsqu'on parle de guitare électrique, on pince la corde, on n'entend pas la corde. D'ailleurs, très souvent, la caisse elle-même de la guitare électrique, c'est une simple planche, comme les guitares Fender, par exemple. Et donc, il y a un phénomène de transduction, c'est-à-dire que la vibration de la corde est captée par
électroaimant qui, en échange de cette vibration, produit un courant électrique qu'on envoie à un amplificateur, lui-même connecté à un haut-parleur, et ce que j'entends, c'est le son du haut-parleur d'une corde, mais cette corde, en fait, je ne l'entends pas. Je n'entends que la manifestation électrique de cette vibration. Ça, c'est du son artificiel. Mais le plus important dans l'ouvrage, c'est la création de sons artificiels par des moyens électroniques et non pas seulement électriques. La musique électronique elle-même, ou la musique électroacoustique, est née principalement des recherches de Pierre Schaeffer, qui était un homme de radio, un écrivain aussi d'ailleurs, et qui avait des idées innovatrices. Et en 1948, il s'est posé la question de savoir comment transformer des bruits en matériaux musicaux. Et pour ça, il a eu l'idée de créer une symphonie de bruit avec une musicienne qui aurait composé une partition. Ça aurait été une forme de musique mixte, c'est-à-dire de juxtaposition d'orchestre et de sons enregistrés. Alors, en faisant ses recherches sur les bruits, il s'est détourné de ce projet de symphonie de bruit et il s'est posé la question de savoir comment je pourrais créer une musique directement, sans passer par l'orchestre, sans accompagner l'orchestre. Et ça a été la naissance de la musique concrète, comme il l'a appelée, en 48-49, et puis Pierre-Henry est devenu son assistant, et tous les deux ont composé de nombreuses pièces. En même temps, on ne peut pas dire qu'il soit le fondateur de toute la musique électroacoustique, parce qu'en 1951, en Allemagne, d'autres musiciens avaient des idées différentes et ont eu l'idée de créer ce que le musicologue Stuckenschmidt avait appelé des sons authentiques, c'est-à-dire des sons qui ne viennent pas d'un enregistrement, qui sont créés directement par des moyens électroniques cette fois-ci. Alors que Pierre Schaeffer transformait des bruits enregistrés, en Allemagne, on voulait créer des sons à partir de sources électroniques. Cette approche technologique de créer des sons par des moyens électroniques essentiellement a entraîné des nouvelles manières de penser la musique, mais aussi des nouvelles manières d'écouter et de diffuser. À partir du moment où ces sons n'existent que lorsqu'ils sont diffusés par des haut-parleurs pour le public, alors se pose la question de savoir comment spatialiser, comment diffuser les sons dans l'espace. Question qui a intéressé Stockhausen en Allemagne, mais aussi Edgar Varèse en France. Et donc, cette question préoccupe énormément les musiciens d'aujourd'hui, et on crée même des salles spéciales. L'IRCAM, d'ailleurs, a cet espace de diffusion, l'espace de projection, comme l'appelle l'IRCAM, qui est une salle modulable, destinée justement à expérimenter avec les différentes diffusions, puisque tous les sons proviennent des haut-parleurs. En plus, à l'IRCAM, il y a beaucoup d'instruments qui sont souvent amplifiés et qui passent par des haut-parleurs également. Donc la question se pose de savoir comment cette musique peut être diffusée par des moyens technologiques, par des haut-parleurs, et par des haut-parleurs qui vont faire bouger les sons dans l'espace, qui vont envoyer des sons de différentes manières. Pierre Boulez a composé une pièce remarquable qui s'appelle Réponds en 1981. Avec des sons qui viennent de derrière le public et également de devant. Et donc c'est assez saisissant parce que vous avez des solistes qui sont derrière le public, qui interviennent, qui sont eux-mêmes transformés. Et donc tous ces sons
euh, viennent de partout. Et l'endroit où on est assis modifie la perception de la musique. Et ça, c'est assez nouveau. C'est tout à fait contraire au théâtre à l'italienne où c'est frontal, où la meilleure place c'est devant et c'est pensé uniquement dans le cadre d'une projection frontale. Alors que là, on a une diffusion qui entoure, qui encercle l'auditeur et qui donc modifie les perceptions. Ces recherches ont commencé par une conférence organisée par Daniel Piston, professeur à la Sorbonne, il y a plus de 24 ans maintenant. Et je me suis intéressé justement à la querelle entre Guillaume Apollinaire et l'un de ses amis ou collègues, Henri-Martin Barzin, lui-même poète, autour des questions de phonographie. Et à partir de cette recherche, qui a été publiée ensuite, j'ai été invité à Montréal, à l'Université de Montréal, par Michel Duchesneau, pour donner des conférences autour justement de la genèse des musiques électroacoustiques. Et donc j'ai continué mes recherches, et ça a été l'argument qui m'a permis de développer encore plus et qui a donné lieu à ce livre. L'un des premiers exemples de musique électrique, c'est assez intéressant, ça remonte au XVIIIe siècle, avec le révérend père de Laborde, qui avait créé un clavecin électrique. De Laborde a écrit un ouvrage qu'on trouve à la BNF, mais qui a été également réédité en facsimilé. Et la manière dont il parle de ce son électrique est assez poétique. Elle est, je trouve, superbe. Son instrument lui-même consistait en des petites clochettes physiques entre lesquelles il y avait un battant, et ce battant était mis en mouvement par un courant électrique qui était déclenché par un clavier. Donc on appuie sur une touche, le battant se met en route et commence à battre les deux cloches. Donc c'est un instrument électrique. Il dit « La matière électrique en est l'âme, comme l'air est celle de l'orgue. » Et puis il continue en disant « La matière électrique », parce qu'en fait on ignorait à l'époque vraiment ce qu'était le courant électrique, « La matière électrique demeure ainsi comme captive et frémit inutilement autour des timbres, des clochettes, du nouveau clavecin, jusqu'à ce qu'on lui donne la liberté en abaissant les touches. Elle s'échappe alors avec la plus grande vitesse, mais elle cesse d'agir aussitôt que les touches sont relevées. Et en fait, ce qu'il décrit là, on peut l'appliquer aux instruments électroniques d'aujourd'hui, où on peut considérer que le courant électrique frémit partout, et puis il faut le libérer. Et non seulement on le libère, mais en plus, aujourd'hui, on le modèle. C'est-à-dire on peut composer le matériau sonore lui-même avec toutes sortes de moyens. Pendant très longtemps, c'était des moyens matériels, électroniques. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur avec toutes sortes de programmes. Mais non seulement elle frémit, elle s'échappe, mais en plus, aujourd'hui, on la modèle.